Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de For You Media Africa dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité, édition du 14 juin 2024, aux côtés notamment de nos invités, le consultant permanent, patient parfait d'homme qui est avec nous, tout comme M. Chez-Elou Lawson, également à nos côtés en direct de Manitoba, c'est du côté du Canada. Ce soir, nous parlerons bien sûr de cette immunité qui a officiellement été levée ce jour même, l'immunité de l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum. Son destin avait basculé, souvenez-vous, mesdames, messieurs, le 26 juillet 2023, mais les choses ne semblent pas s'arranger pour Mohamed Bazoum, désormais de président de la République du Niger à justiciable. Après 2 reports, la Cour d'État du Niger a donc levé ce 14 juin l'immunité du président déchu, ouvrant la voie à des poursuites judiciaires contre l'ancien chef de l'État accusé de trahison, de complot contre la sûreté de l'État et d'apologie et financement du terrorisme. Quelle appréciation doit-on faire justement de cette décision de justice, ou encore quelles implications aura-t-elle précisément sur le cours d'évolution des événements du côté du Niger, avec désormais le CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, au pouvoir, aux côtés notamment de ce gouvernement de transition. En deuxième partie, le message est clair. Les Occidentaux n'ont aucune intention d'abandonner l'Ukraine. Le jeudi 13 juin 2024, un accord prévoyant un prêt de 50 milliards de dollars a été signé par les dirigeants du G7 en Italie afin notamment d'aider Kiev à se défendre. Le montant est garanti par les futurs intérêts générés par les actifs russes gelés. Cet accord est, selon Joe Biden, le président américain, le signe qu'il ne recule pas devant le président russe Vladimir Poutine. Que faut-il attendre notamment de cette démarche des dirigeants du G7 qualifiés de criminels et de cyniques par Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe? Élément de réponse à suivre dans un très court instant. Mesdames, messieurs, voilà qui constitue donc le sommaire de votre émission. Je le rappelais d'entrée, édition du 14 juin 2024. Bonsoir à tous et bienvenue. La dernière émission de cette semaine du Point sur l'actualité, aux côtés de M. Chez-Elou Lawson. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes le président du mouvement pour un Togo nouveau, le coordinateur de la diaspora togolaise. Vous êtes analyste politique, économiste, entre autres leader du projet panafricaniste Pyramide. Bonsoir à vous, Chez-Elou Lawson. Bonsoir, mon cher et ami Nguéné. Merci pour votre invitation. Je salue tout le plateau. Je salue également tous vos techniciens et l'équipe de For You Media, tous les panafricains qui sont branchés à l'actualité. Je leur envoie mes très chères salutations. Je n'oublie pas les Togolais qui sont branchés également à cette émission, réclamant toujours la libération de tous les prisonniers politiques togolais et surtout la fin de ce régime kakistocratique qui, depuis 60 ans, transforme le Togo en une prison à ciel ouvert. Et le dernier coup vient d'être porté au cercueil qui vient d'arracher au Togolais, n'est-ce pas, le droit de choisir, le droit constitutionnel, le droit inaliénable de choisir par le suffrage universel leurs dirigeants. Nous sommes dans une situation complètement fou, ubuesque, mais nous pensons avec la mobilisation de tous les panafricains que nous allons mettre fin à ce régime d'un autre siècle. Merci pour votre invitation. Merci à vous, M. Chez-Elou Lawson. Aux côtés de Patient Parfait d'Homme, vous êtes le consultant permanent de cette émission du Point sur l'actualité. Bonsoir à vous, doyen. Bonsoir, Baudelaire Nguéné, le prince de ma tombe, c'est du côté du Cameroun. Bonsoir à mon ami et cher frère Chez-Elou Lawson. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec lui, mais c'est toujours
avec beaucoup de peine que je l'entends égrener chaque fois que nous sommes sur ce plateau, le nombre de cas de violence et de viol, n'est-ce pas, des droits de l'homme dans son pays, surtout ces arrestations arbitraires, ces incarcérations de jeunes Togolais qui ne demandent rien d'autre que l'amélioration de leurs conditions de vie sans même la moindre manifestation publique. Le simple fait qu'ils puissent l'exprimer, même à travers les réseaux sociaux, leur coûte souvent la case prison, ce qui est totalement inacceptable pour un pays qui se dit démocratique, pour un pays qui se dit soucieux de la protection des droits humains et des droits de l'homme. Je crois que c'est une situation qui ne doit pas laisser indifférent la plupart des militants panafricains quand dans nos développements on trouve souvent des situations, je ne sais pas, de bonne foi, de coopération, de responsabilité du Togo, de ce Togo des Yadema, parce que soi-disant ils auraient ouvert les frontières au pays de l'AES. Il faut quand même qu'on fasse attention sur le comportement de certains de nos dirigeants qui profitent de cette situation-là pour continuer, n'est-ce pas, d'embobiner les opinions africaines, sachant peut-être pertinemment qu'ils sont de vraies démocratures, c'est le moins qu'on puisse dire. Bonsoir à nos techniciens et merci pour le formidable travail qu'ils abattent, à nos centaines de millions de téléspectateurs, de téléauditeurs, sans oublier la grande galaxie panafricaine et un pincement de cœur vraiment pour le peuple togolais aujourd'hui. Merci pour cette invitation. Nous parlerons du président déchu Mohamed Bazoum, dont l'immunité a officiellement été levée sur le 14 juin 2024 par notamment la Cour d'État de Niamey. Nous aurons l'occasion de revenir. Mais difficile pour l'heure, M. Chelou Lanson, d'évoquer le cas du Niger, sans toutefois parler justement de ces 3 Nigériens arrêtés du côté du Bénin pour s'être introduits notamment frauduleusement sur le site du pape Laït Sébec Poti et qui ont officiellement été mis sous mandat de dépôt. C'est d'ailleurs ce qui ressort de leur passage devant le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. C'était précisément ce jeudi 13 juin 2024. Parmi d'ailleurs les mises en cause, on le rappelle, figure la directrice adjointe, bien sûr, du groupe WAPCO Niger, aux côtés, bien sûr, de 2 de ses collaborateurs. Leur procès entrant dans le cadre, bien sûr, de cette affaire est prévu pour ce lundi 17 juin 2024. Votre commentaire sur l'arrestation officielle donc des 3 des 5 Nigériens interpellés jusqu'ici, mais surtout autour de leur mise sous mandat de dépôt. La situation au Bénin est de plus en plus, je dirais, regrettable, rocambolesque, parce que ça n'obéit pas à aucune logique, ni logique politique, ni logique économique. On voit tout simplement un talent qui, normalement, est issu. C'est un président qui est issu du monde des affaires, qui comprend la logique du monde des affaires, mais qui est en train de tout simplement prendre des décisions complètement à l'emporte-pièce et qui remet en cause ce que nous savons de lui et qui, quelque part, met en colère non seulement le peuple béninois, mais tous les Africains de l'Afrique de l'Ouest. On ne comprend pas pourquoi Talon reste cet instrument dans les mains de la coloniale française et qu'on manipule contre les intérêts de son propre pays. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un contrat, d'un grand projet de gazoduc, de l'ODIC, qui permet au Niger, n'est-ce pas, de pouvoir transporter son pétrole jusqu'au port de Sémé au Bénin. Et c'est un projet qui a été construit par un accord tripartite entre la Chine, le Niger et le Bénin. Alors, c'est un projet d'un investissement important. On estime plus de 3,5 milliards l'investissement pour la construction de ce gazoduc. L'exploration de pétrole est estimée à peu près à 4 milliards. Donc, c'est beaucoup d'investissements sur ce projet. Et les accords qui ont gouverné, n'est-ce pas, la mise en place du cadre législatif, du cadre légal de ce projet,
n'a pas prévu des situations politiques qui devraient intervenir jusqu'à ce qu'on puisse bloquer ce projet. Donc, de ce point de vue, M. Talon joue complètement sa crédibilité. Et ça fait en sorte que le Bénin ne sera plus un pays crédible. Au-delà du Bénin, c'est tous les pays africains. Parce que quand les investissements d'infrastructures de grande importance que la Chine fait sur le continent, on ne peut pas, pour des raisons de manipulation ou d'intérêt de la France, remettre ça en cause et pénaliser son propre économie. Donc l'arrestation de ces ingénieurs ou de ces spécialistes pétrolifères nigériens ne répond à aucune logique. C'est une violation du contrat, c'est une décision complètement incongrue et qui aujourd'hui met en difficulté, je dirais, non seulement l'économie du Bénin, mais aussi la crédibilité du président Talon. Vous savez, le Bénin, en fait, prend des décisions qui, me semble-t-il, vont à l'encontre de toute la logique économique. Le port du Bénin fait un chiffre à peu près de 300 milliards annuellement et la plupart, 80% de ces recettes-là sont générées par l'activité de transit, n'est-ce pas, du Niger. Donc, les grands pays qui financent le port du Bénin, qui génèrent l'activité, c'est le Niger, le Burkina et le Mali. Donc, on ne comprend pas la démarche du président Talon de se faire harakiri et d'aller contre, n'est-ce pas, cette manne financière qui fait en sorte que les ressources budgétisées au niveau du budget béninois sont aujourd'hui en difficulté. Le gazoduc ramène au Bénin sur chaque baril de pétrole 0,8 $ sur chaque baril prélevé. Donc on estime la quantité de barils à 90 000 barils aujourd'hui et qui va monter à 110 à 300 000 à haute capacité dans les prochaines années. Donc tout cet argent-là est perdu. C'est 2 000 emplois directs et indirects qui sont perdus. Donc la démarche est complètement ubuesque. On sait que le Bénin réclame l'ouverture des frontières, mais au même moment, la position des autorités nigériennes, est-ce que le Bénin ne peut pas servir de base arrière pour attaquer, n'est-ce pas, ou pour mettre en cause la sécurité de l'État nigérien. Donc c'est la France en réalité qui est derrière ce jeu. C'est les Américains qui veulent utiliser le Bénin pour mettre fin à ce grand projet, n'est-ce pas, d'industrialisation du Niger et donc partant de la RES, et ils passent par le vassal, le valet Talon pour pouvoir créer cette zizanie. Il me semble que le peuple béninois est très mécontent sur la question et se mobilise en tout cas, et on verra que ça va générer des problèmes sociaux, des problèmes politiques. On ne peut pas accepter qu'un président se fasse quelque part, n'est-ce pas, le valet local de l'Occident pour créer la zizanie, la guerre, la violence dans son pays et aller à l'encontre de l'économie de son pays. Donc on estime que cette situation va se débloquer dans la prochaine période, surtout avec la mobilisation du peuple béninois. Merci à vous, M. Chéilou Lawson. Je pense que nous aurons l'occasion d'en parler forcément dans nos prochaines sessions d'information, mais également d'émission. C'était juste pour planter le décor autour justement de cette thématique, la principale de la soirée, l'immunité du président déchu Mohamed Bazoum, officiellement levé ce jour même par la Cour d'État du Niger. On rappelle bien sûr que l'ancien président du Niger est donc accusé, entre autres, d'atteinte à la sûreté de l'État. Il est également accusé de financement du terrorisme, ceci au lendemain, bien sûr, de l'arrivée, entre autres, du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. On se souvient de cette fameuse date, celle du 26 juillet 2023. Mais que doit-on savoir autour justement de cette affaire qui est bien loin d'avoir livré tous ses secrets? Prenons tout d'abord cet élément de la rédaction centrale de For You Media qui plante le décor. Son destin avait basculé le 26 juillet 2023, mais les choses ne semblent pas s'arranger
pour Mohamed Bazoum, désormais de président de la République de Niger, à justiciable. Après 2 reports, la Cour d'État du Niger a levé ce 14 juin l'immunité du président déchu, ouvrant la voie à des poursuites judiciaires contre l'ancien chef d'État, accusé de trahison, de complot contre la sûreté de l'État et d'apologie et financement du terrorisme. Il est notamment reproché à Mohamed Bazoum d'avoir échangé avec le président français Emmanuel Macron et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour qu'il l'appuie pour une intervention militaire après les événements du 26 juillet 2023. Un contexte qui a tout de suite fait réagir le collectif d'avocats internationaux de l'ancien président, qui dans un communiqué dénonce une caution de la gouvernance actuelle mise en place par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Aussi, le communiqué fait référence aux actions précédentes entreprises par le collectif des avocats, y compris le recours devant la Cour de justice de la CEDEAO et le dépôt d'une plainte auprès du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire de Mohamed Bazoum. Med Reed Brandy, avocat membre du collectif, souligne que les actions internationales se poursuivront jusqu'à ce que Mohamed Bazoum et son épouse soient libérés. Alors, quelle perception faites-vous, patient parfum d'homme, de la levée de l'immunité du président déchu Mohamed Bazoum, on le rappelle jusqu'ici, qui perd donc officiellement son immunité, lui qui passe, on a l'impression, d'un statut de chef d'État, voire d'ancien chef d'État, à justiciable, poursuivi notamment, ou du moins accusé de trahison, de complot contre la sûreté de l'État, mais également d'apologie, voire de financement du terrorisme. D'abord, je ne pense pas être le seul. Certainement, beaucoup d'Africains avec moi seront un peu étonnés de constater que M. Bazoum bénéficiait encore de cette fameuse immunité en tant qu'ancien chef d'État, au vu de la gravité de la situation qui sévit actuellement au niveau du Niger. Du 26 juillet 2023 au 14 juin 2024. Voilà. Près d'un an. Près d'un an. Alors, près d'un an, il a conservé son immunité de chef d'État, ou du moins d'ancien chef d'État. Donc la question qu'on peut valablement se poser, mais cela est dû à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Bazoum soit complètement hors de portée de la justice de son pays, au vu des accusations graves qui sont portées contre lui? Alors, c'est à ce moment que, excusez-moi, je commence à me poser la question s'ils ne sont pas en plein dans un feuilleton politico-judiciaire, mais un peu mafieuse aussi, de la gestion de cette affaire-là. Et curieusement, cette levée de cette immunité arrive au moment où il y a quand même des tensions entre le Bénin et le Niger sur la question du pipeline. En fait, du pétrole. Oui. Or, nous savons que les signatures de cet accord entre les Chinois, les Nigériens et les Béninois pour ce transit de ce pétrole se sont opérés au moment où Issoufou pratiquement était encore aux affaires et il a dû léguer ce dossier à son successeur. Son successeur, son appelle ainsi. Oui, mais le mot est fort comme successeur. On sait ce qu'il est. Représente, je peux dire, fuyeux, M. Bazoum. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité dans cette affaire de cette gestion du pétrole? Tout à l'heure, Cheikh a fait une très belle démonstration pour montrer les conséquences pour les populations béninoises et pour la crédibilité dans les affaires du Bénin demain et après-demain. Mais nous avons aussi l'impression qu'il y a eu des non-dits en termes de sous-contrats officieux dans l'exploitation de ce pétrole. Et que cette situation est l'une des raisons aussi qui ont amené les autorités nigériennes à mettre fin, n'est-ce pas, au régime de Bazoum, qui était en complicité avec ceux qui avaient, de manière mafieuse, n'est-ce pas, organisé cet espace de sous-commissions dans les sous-commissions qui ne disent pas leur nom en ce qui concerne l'exploitation de ce pétrole. Et
je crois que le temps à venir, les années à venir, avec les femmes limiers, les investigateurs, comme vous, M. Nguéné, vont nous donner la clarté dans cette affaire-là. Parce que cette affaire, de plus en plus, apparaît comme une espèce de nébuleuse. Parce que, dis donc... Faut-il faire un lien aujourd'hui entre les deux affaires, l'évêque de l'unité du président déchu Mohamed Bazoum et les tensions existantes entre le Bénin et le Niger? Je crois sincèrement qu'il y a un lien. Il y a un lien. Et ça serait lequel? De causalité. Mais attendez, vous ne voulez pas coopérer de manière correcte parce que vous voulez continuer à préserver les intérêts, n'est-ce pas, sous-jacents à une espèce d'avenant mafieux à ce fameux contrat qui vous profiterait à fond. Alors nous aussi, nous allons davantage mettre de la pression sur ceux qui étaient au cœur. C'est un coup de pression pour vous, de la part de Niamey à son tour. Tant que je n'ai pas encore la clarté de tout cela, je me dis, le timing là, prête à diriger ma réflexion, mon analyse vers n'est-ce pas, ce grand nuage noir qui enveloppe, n'est-ce pas, l'exploitation de ce pétrole nigérien et donc certainement les complices, les complicités, je ne sais pas, les ramifications en termes de métastases sont très éloignées. Ni les Chinois qui sont au cœur de cette affaire-là, je ne leur donne pas un chèque en blanc en termes de moralité, d'honnêteté dans l'exploitation de ce pétrole. Ni justement les deux hégémons qui étaient au pouvoir à l'époque, du côté nigérien et du côté béninois, donc M. Talon. Donc peut-être que les gens se sont arrangés pour avoir, n'est-ce pas, des rétrocommissions de manière permanente dans cette affaire-là. Et c'est ça qui peut justifier l'ire de M. Talon qui constate que le Niger veut sortir de cette opacité pour clarifier le jeu et donner la possibilité à son peuple de maximaliser, n'est-ce pas, les bénéfices des retombées de cette exploitation. Sinon, que sont allés chercher ces experts nigériens là, au niveau de Bénin? Que sont-ils allés chercher au fait? Quelle est l'information qui les a préoccupés autant peut-être au point de ne pas comment on dit ça, évoluer en fonction de tout ce qu'il fallait avoir comme accréditation. Au point de se soustraire. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'en termes d'agents de renseignement dans ce domaine-là, ils sont allés vérifier quelque chose de critique. Et c'est pour cela que du côté du Bénin, n'est-ce pas, le président Talon est dans tous ses états parce qu'il se rend bien compte qu'on a failli mettre à nu, à la disposition du grand public, une grosse mafia qui a été organisée entre le régime sortant, lui, et certainement, je dis certainement, l'opérateur chinois, on connaît comment ça se passe dans le domaine du pétrole, qui ont certainement accordé des concessions aux uns ou aux autres pour que, en réalité, lui, in fine et à la fin, lui, son projet puisse aboutir et qu'il continue d'exploiter ce pétrole-là. Et maintenant, du côté du Niger, on démontre donc à ce cartel de cette mafia, en fait, quand je parle de mafia, parce qu'elle tourne contre les intérêts de l'Afrique, que nous aussi, nous avons davantage des moyens pour, n'est-ce pas, visser là où ça fait mal, et puis on verra ce que ça va donner plus tard. Donc pour moi, une fois de plus, je continue de penser qu'on n'a pas tous les éléments. Tous les éléments qui nous permettent, en les appliquant à notre grille d'analyse, d'avoir la clarté, la vérité, n'est-ce pas, dans cette affaire qui de plus en plus ressemble à une véritable thriller, excusez-moi l'expression, mafieux. Et là, une fois de plus, on verra que quand on parle du pétrole comme malédiction pour l'Afrique, voilà l'une des expressions de cette fameuse malédiction, parce que les gens s'arrangent toujours, quand je le dis, je pense par exemple au Gabon de Bongo, ils s'arrangent toujours à avoir des rétrocommissions permanemment de cette exploitation au détriment des peuples dont cette ressource de manière légitime leur revient et qu'ils vont se retrouver souvent avec vraiment l'équivalent d'une miche de pain par rapport à ce grand business qui aurait dû
normalement profiter largement à ce peuple-là. Ce lien établi donc par vous, patient parfaitement de temps, bien sûr d'autres éléments d'enquête qui viendraient éventuellement nous prouver le contraire. Nous espérons. Vous semblez donc convaincu justement par cette démarche. Espérons. Est-ce qu'Omar Amadou Issoufou nous a rejoint? Vous réagissez, je rappelle, en direct du Caire. Vous êtes nigérien. Est-ce que vous êtes là, Omar? Bonsoir à vous. Non, nous aurons l'occasion de le retrouver dans quelques instants seulement, Omar. Alors, M. Chelou Lawson, du 26 juillet 2023 au 14 juin 2024, pourquoi avoir attendu près d'un an pour qu'on assiste finalement à la levée de cette immunité de l'ancien président, ou du moins le président déchu Mohamed Bazoum? Faut-il nécessairement établir un lien entre les deux situations, c'est-à-dire la levée de cette immunité et le contexte géopolitique, voire géoéconomique tendu actuellement entre Cotonou et Niamey? Monsieur Nguéné, on peut, en toute objectivité, estimer que le temps de la justice n'est pas le temps de la politique. Dans un État démocratique, et on estime que la justice est un pouvoir qui est indépendant de l'exécutif, et que le Niger retrouve quand même, le Niger qu'on accuse de tous les noms d'oiseaux, eh bien, le Niger pouvait, si on était sous une dictature ou sous une autocratie, eh bien, le président ou sous des régimes violents, le Niger, le président Bazoum aurait pu être exécuté ou jeté en prison. Cette affaire serait déjà, me semble-t-il, déjà traitée. Mais j'ai le sentiment, je peux me tromper, mais qu'on donne toute la latitude à la justice, n'est-ce pas, de faire son travail selon son rythme et son temps, en fonction des éléments du dossier, pour pouvoir constituer, n'est-ce pas, toute la réquisition nécessaire et aussi tous les motifs d'accusation pour pouvoir établir un procès équitable pour le président déchu. Donc, de ce point de vue, on ne peut que d'une certaine manière se féliciter, n'est-ce pas, de cette démarche qui prend son temps. Souvent, la justice est toujours lente. Dans tous les pays, on a le sentiment que la justice ne bouge pas beaucoup. Mais si on rentre dans les méandres un peu de la complexité du système juridique, et surtout pour gagner un procès, il faut pouvoir bâtir, les Anglais disent your case, il faut bâtir un dossier solide. Et vu qu'il s'agit d'un président déchu et qui est soutenu par l'OTAN et qui est un turiféraire, n'est-ce pas, de cette machine de prédation et de violence, n'est-ce pas, d'esclavagisation, de vassalisation des pays africains à travers des chefs d'État, il faut donc se douter et que la finance internationale mettra à la disposition, n'est-ce pas, du président Bazoum les meilleurs avocats, n'est-ce pas, de la nomenclatura juridique mondiale. Et si on ne prépare pas bien ce dossier, eh bien, dans la démarche procédurale, ils mettront en difficulté, n'est-ce pas, le procureur ou le parquet nigérien, et les résultats ne seront pas à la hauteur de ce qui est entendu, n'est-ce pas, de l'ensemble du peuple nigérien, du peuple africain. Donc, il me semble que c'est un dossier qui mérite du temps qu'il faut pour pouvoir le préparer. Ceci étant dit, si nous sortons, n'est-ce pas, de l'analyse juridique, on sait que au-delà de la question juridique, c'est un développement politique et que Bazoum est au cœur d'un système. Donc aujourd'hui, c'est la France-Afrique qui est mise en procès. Mettre la France-Afrique en procès, c'est tout un système, n'est-ce pas, capitaliste, tout un système occidentalo, comment on l'appelle, occidentalo, kakistocratique, mafieux, comme l'a dit tout à l'heure le doyen Parfendom, qui est en procès aujourd'hui. Et donc, toutes les tentacules sont tellement imbriquées entre politique, terrorisme, mise en cause, n'est-ce pas,
de la sécurité des États, questions économiques, et dans tout cet imbroglio vient se greffer, n'est-ce pas, le pétrole. Et vous savez que là où il y a le pétrole, eh ben, c'est le cœur même de toute la mafiosie, n'est-ce pas, capitalistique. C'est le cœur même c'est le nerf de la guerre, un nerf comme carburant dans l'économie, mais aussi le nerf de la guerre. Et donc, les capitaux en jeu, les forces en jeu sont parfois dépassent, n'est-ce pas, le cadre d'un pays. Donc, c'est une affaire éminemment, je dirais même que c'est un volcan. Et c'est pourquoi le lien que fait le doyen Ndom, c'est un lien tout à fait logique, tout à fait cohérent, parce qu'on sait comment Bazoum a construit, a fait du Niger, n'est-ce pas, je dirais, un genre de prétoire, n'est-ce pas, pour les intérêts occidentaux. Donc le Niger n'a pas appartenu aux Nigériens jusqu'aux événements de juillet 2023 et avec la montée du général Tiani au pouvoir. Et donc, de ce point de vue, c'est absolument lié avec la question du pétrole. Et là où il y a le pétrole, il y a la guerre. Vous voyez, il y a la guerre, il y a les intérêts mafieux, il y a des intérêts importants qui se jouent. Et à partir de là, eh ben, c'est la finance internationale qui est menacée d'une certaine manière. Donc, on comprend tout le dispositif qu'on met autour du président Talon, qui sert tout simplement de cheval de Troie pour pouvoir reprendre la main sur le Niger, sur son uranium, sur son pétrole, sur son gaz. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Heureusement que les autorités nigériennes sont très stratèges, ont le sens de la mesure, savent ce qu'ils font, ont une cohérence dans leurs actions, et étant donné qu'ils sont des militaires, ils ont eu une avance sur les opérations ou les stratégies machiavéliques et machiavéliennes que l'Occident, l'OTAN et la France sont en train de préparer pour pouvoir déjouer tout ça. Mais de toute façon, il me semble aujourd'hui que la question qui est au cœur même de tout ce combat, c'est la souveraineté du Niger sur ses ressources naturelles, sur son uranium, sur son pétrole et sur son gaz. Vous savez, le Bénin, aujourd'hui, est un peu utilisé par les Occidentaux comme le chef de la Cinzala, la personne à qui on remet la cravache, n'est-ce pas, pour frapper ses propres frères jusqu'au sang sous les yeux éberlués du blanc esclavagiste. Donc Talon, quand on remonte son histoire, quand on remonte sa famille, on se rend compte que, eh bien, il a une histoire esclavagiste complètement nauséabonde, absolument hideuse, sur cette implication comme quelqu'un où la famille est impliquée, n'est-ce pas, dans le commerce des esclaves. Donc, si aujourd'hui il reprend un peu, je dirais, les réminiscences de cette attitude, ça trahit justement une certaine histoire, un certain positionnement. Et quand on l'écoute dans son discours ad hominem, n'est-ce pas, au niveau de l'Assemblée française ou à Martinique et tout, on se rend compte que Talon est toujours dans cette posture de servir, n'est-ce pas, de manche à la lame occidentale, à la lame prédatrice, violente, pour pouvoir décapiter son propre peuple. Mais il se trompe parce que le Bénin, c'est le pays des Béhanzins, c'est le pays des Amazones, c'est le pays de la résistance à la pénétration française et qui est resté historique. Et donc, de ce point de vue, je pense que le peuple béninois prend toute l'acuité, n'est-ce pas, de l'enjeu et se mobilise justement à se débarrasser de ce président dans les prochains mois, dans la prochaine année. De ce point de vue, il y a quand même à rassurer. Ce qui me désole en tant qu'économiste, c'est que le potentiel d'industrialisation du Sahel,
le fait que les pays du Sahel décident aujourd'hui de s'inscrire dans une logique souverainiste, dans une logique de contrôle de leurs ressources, de transformer le Sahel en Eldorado, comme les pays du Golfe l'ont fait après la découverte du pétrole en 1975, cela offre tellement d'opportunités pour les pays côtiers en termes donc de plus-value, de valeur ajoutée, en tel enseigne que c'est toute la zone qui va être complètement transformée. Mais ils ne le voient pas, ils préfèrent toujours rester jouer ce jeu de zozo avec les intérêts des Occidentaux. L'autre élément qui fait que qu'il faut également souligner, qui fait que les responsables de la compagnie pétrolifère ont été arrêtés, eh bien, c'est que le Niger est dans une réflexion stratégique qui fait qu'ils sont en train de trouver d'autres moyens pour pouvoir acheminer leur pétrole et complètement ne plus utiliser, en tout cas dans les années à venir, avec toutes les incertitudes politiques, le port de ses mains au Bénin. Et donc, d'autres tracés, que ce soit par le Tchad, même il est envisagé le port de Kribi au Cameroun, d'autres tracés sont envisageables pour permettre justement au pétrole nigérien, qui aujourd'hui est à 90 000 barils par jour. On s'attend à ce qu'il monte rapidement à 110 et même à 300 000. Donc, il fera du Niger un grand pays producteur du pétrole. Au-delà même de l'exploitation, eh bien, il y a d'autres projets, par exemple la construction de la raffinerie à capacité de plus de 100 000 barils par jour, ou même le complexe pétrochimique pour le raffinage et le stockage, n'est-ce pas, du pétrole nigérien. Donc, le Niger est vraiment dans une cadence, dans une projection stratégique qui transforme complètement la zone. Et là, les Occidentaux, en tout cas la France, n'est pas content de tout ça parce que le Niger ou l'AES est en train de les échapper. Et encore que désormais, la production, n'est-ce pas, la vente des produits d'exportation de première nécessité, eh bien, les devises que ces pays engrangent ne passent plus par le Trésor français. Donc, ça fait que le franc CFA est en train de perdre toute sa valeur. Le franc français, en réalité, ce franc nazi de la France, commence déjà par perdre toute sa valeur puisque ces pays-là n'utilisent plus le Trésor français pour leurs devises étrangères. Donc, tout ça crée tout un méli-mélo qui annonce les signes avant-coureurs d'un changement, d'un bouleversement des plaques tectoniques. Et on voit les effets au niveau même de la politique intérieure de la France, où on ne sait plus vraiment où la politique française se donne la tête. Donc, problème à l'interne, problème à l'extérieur. Et donc, de ce point de vue, les Africains l'Afrique doit saisir l'occasion pour se débarrasser définitivement, n'est-ce pas, de la colonialité, de la prédation et de la violence occidentale, en tout cas française. Merci à vous, M. Chidoulo Sod, accusé notamment de crimes de trahison par les nouvelles autorités, celles réunies notamment au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, mais également au sein du gouvernement de transition. Le président déchu Mohamed Bazoum, on le rappelle, est donc en résidence surveillée du côté de Niamey depuis les événements du 26 juillet 2023. Après près d'un an, l'avenir de l'ancien président se jouera désormais devant les tribunaux dans le cas spécifique de Mohamed Bazoum au Niger. Les informations indiquent qu'il pourrait éventuellement, patient parfum d'homme, être jugé par un tribunal militaire pour des accusations de haute trahison, complot visant notamment à porter atteinte à la sûreté de l'État, apologie et financement du terrorisme. Alors, vers quoi se dirige-t-on? Vers la condamnation d'un ancien chef d'État, ce qui serait tout de même peut-être inédit, patient parfum d'homme. Quand vous dites que ce serait inédit, moi j'ai presque envie de rigoler. Au Niger, on a exécuté des chefs d'État. Il y a des coups d'État qui se sont très mal passés. Ils ont été tués. Je pense à Baré Manaï Sara. Et Dieu sait ceux qui sont nombreux. Ceux qui voulaient, ne serait-ce que qui ont émis l'idée de revoir à la hausse le prix
de l'uranium, ils ont été exécutés. Bon, on sait très bien ceux qui ont posé des questions qui sont dans l'ordre de la souveraineté de leur pays, ils ont été éliminés depuis le président, le premier président dont le nom m'échappe. Donc c'est pas ça. Le Niger veut faire les choses correctement, comme mon ami Chelou vient de nous dire, pour montrer justement que la justice s'est exprimée dans toute sa splendeur, sans utiliser les moyens que l'on condamne souvent, expéditive, n'est-ce pas, chaque fois que nous sommes face à un coup d'État militaire, surtout, et qui doit rétablir un certain ordre mafieux qui s'est installé au pouvoir. Ça se passe souvent de manière adépérite, donc avec des exécutions de manière sommaire. Ce n'est pas à ce niveau, à mon sens, que le problème de fond se pose. Le problème de fond, c'est la capacité du Niger aujourd'hui à imprimer une nouvelle marque dans sa détermination à ne plus accepter que ce qui se faisait hier et qui ne bénéficiait pas au peuple puisse prospérer. Donc à partir de ce moment-là, ce procès ne sera pas que le procès de Bazoum. Il sera le procès de toutes les pratiques mafieuses de la France-Afrique au niveau de ce pays et un exemple au niveau de toute l'Afrique. Et c'est à ce niveau-là que je pense qu'il faut qu'on soit assez attentif pour voir comment ce procès va se dérouler et surtout les motifs qui seront mis sur la table et les arguments qui seront développés de part et d'autre pour justifier la responsabilité de M. Bazoum et de ses amis dans cette autre grosse opération de pillage, de déstabilisation, d'organisation de chaos généralisé. Déstabilisation, organisation de chaos, on se souvient de ce coup de fil qu'il avait passé au président français et au secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, où il demandait à ses dirigeants, entre autres, d'intervenir militairement. Juste après les événements du 26 juillet dernier. C'est d'ailleurs l'un des chefs d'accusation retenus contre le président de Chine, Mohamed Bazoum. Mais dans le fond également, patient parfait d'homme, puisque vous parlez aujourd'hui peut-être d'un outil de pression, ou du moins d'un argument de pression vis-à-vis justement de ce qui se passe, vis-à-vis de ces tensions, que peut attendre le Niger après justement la levée de cette immunité. Vous savez que le Niger a déjà fermé les vannes. Donc le pétrole ne coule plus pour aller vers ce fameux port béninois. À l'heure où nous parlons, il y a deux grands perdants dans l'affaire. Il y a le Bénin, évidemment, avec toutes les possibilités que ce pétrole offrait, non seulement au niveau des royalties qu'elle percevait en termes de commission, parce que par cette voie de transit qu'elle offre, mais aussi par les emplois, n'est-ce pas, divers, n'est-ce pas, connexes à cette exploitation de ce pétrole-là au niveau de son terminal pétrolier, de son port. Mais il y a aussi l'acteur chinois qui perd beaucoup parce que quand le pétrole commence à couler, les commandes sont déjà là. Il faut livrer. Il y a des assurances. Chaque retard au niveau de la livraison, des assurances vous l'imputent. Parce que vos clients, eux, ils n'ont pas de problème. Ils ont passé les commandes. Il faut qu'ils soient livrés en temps et en heure. Donc, vous voyez donc que ce n'est pas une maigre affaire. Moi, je continue d'insister sur le fait que le Niger veut aussi démontrer à ce groupe mafieux qu'ils ont aussi des leviers sur lesquels ils peuvent s'appuyer fortement pour obliger, n'est-ce pas, ceux qui soutiennent M. Talon, et là je suis d'accord, c'est une palissade de dire qu'il y a des groupes mafieux financés sur le plan international, dont la France qui est derrière cette affaire-là, mais c'est une manière d'exercer une pression pour leur dire, vous n'allez pas nous mener en bateau par le bout du nez, parce que nous aussi, nous avons des moyens de retaliation, comme disent les anglophones, pour taper là où ça fait mal. Donc cette affaire de procès de Bazoum risque de faire imploser complètement toute cette mafia-là qui est
était au cœur de l'exploitation de ce pétrole, dont je suis totalement convaincu qu'il y a eu et des passe-droits et des rétrocommissions avérées signées par le biais des avenants à ce contrat officiel que nous connaissons et qui profitent à beaucoup de gens, aux Chinois, à M. Talon, à la France et à d'autres ramifications du monde de la finance internationale que nous ne maîtrisons pas. Parce que c'était souvent un montage financier pour une opération aussi importante que celle-là. N'oublions pas qu'on continue d'utiliser le franc CFA. Donc là aussi, il y a d'autres choses, d'autres cases, que quand elles sont ouvertes, vous allez découvrir qu'elles sont pires que la boîte à Pandore. Donc je pense sincèrement que quand vous avez un type comme M. Bazoum, rappelez-vous, alors qu'il n'était qualifié qu'au second tour de l'élection qui devait le porter à la présidence de la République au niveau du Niger, il y a un fait majeur qui s'est passé, qui a été opéré, et dont certains de nos téléspectateurs africains font semblant d'oublier. Il a été amené en France pendant 2 tours par le président Issoufou, présenté à M. Macron. C'était pour faire quoi? C'était pour, entre choses, promettre, faire la promesse ferme que les accords antérieurs qui avaient déjà été entérinés dans le cadre de l'exploitation d'un certain nombre de richesses nigériennes, dont de ce pétrole, il les respectera. Et certainement, on lui a promis, lui aussi, des petites rétrocommissions dans ce gros business. Les Chinois vont exploiter le pétrole, mais nous, on doit avoir ci, on doit avoir ça, etc. etc. Donc, maintenant que ça tombe kazakh, n'oubliez pas que le général Tchani, il était quand même presque chef d'état-major de l'armée du Niger, donc il était au parfum de tout ce qui se tramait et tout ce qui se passait. Je vous dis que vous êtes qualifié pour aller au second tour, vous êtes 2 candidats pour le second tour. Mais entre les 2 tours, le président, lui, choisit un des candidats et l'amène en Paris. On parlait d'adoubement, mais en réalité, c'était pour qu'un certain nombre d'agendas et puis d'engagements soient pris et respectés par celui qui était, de toute façon, qui devait être le futur président de la République. Donc, c'est une véritable nébuleuse, cette mafia-là. On découvre les choses et on les attaque sur un prisme en réalité qui est réducteur par rapport à le véritable iceberg qui est caché sous l'eau et qui est une grosse nébuleuse. Et c'est souvent le cas, pas seulement pour le cas du Niger, mais le cas de pratiquement tous les pays africains, surtout ceux qui sont au sud du Sahara, où il y a cette opacité dans la gestion de nos richesses qui aboutit souvent à des situations comme celle-là. Donc, Talon n'est que l'aiguille qui rappelle, n'est-ce pas, à tous les membres de ce cartel, dont aux Chinois, que, attendons, attention, vous avez aussi votre devoir à faire dans cette affaire-là, parce que nous ne voulons pas tout perdre dans ce business que nous avons bien confectionné, élaboré. Il faut justement que ce qui nous revient des droits soit respecté. Donc nous sommes dans une guerre-là, en réalité, qui ne concerne même pas les 2 peuples. Les 2 peuples n'ont rien à voir là-dedans, ni le peuple béninois, ni le peuple nigérien, mais des hégémons qui ont été au pouvoir, comme ça se passe toujours en Afrique, et qui, au-delà d'un contrat très important comme celui de l'exploitation de ce pétrole, se sont arrangés, n'est-ce pas, underground, de s'octroyer des formes mirobolantes dans l'exploitation de ce pétrole. Et aujourd'hui, il y a un 3e larron qui arrive, qui n'était pas mis au parfum de toute cette combine-là, et qui décide de donner de violents coups de pied à la fourmilière. C'est ça qui produit ce que vous allez constater plus tard sera comme le scandale des accords, des contrats de l'exploitation du pétrole du Niger. Voilà. Le collectif d'avocats internationaux du président de Chine, Mohamed Bazoum, promet d'ailleurs de ne rien lâcher. Mais alors, rien, et entre autres, souligne de bénir, ou du moins de poursuivre des actions auprès notamment de la justice, de la CEDEAO, ou notamment le dépôt d'une plainte auprès notamment du groupe de travail des Nations Unies a également été effectué il y a quelques mois. La condition, elle est simple pour ce collectif d'avocats internationaux du président de Chine, Mohamed Bazoum. Il faudrait que ce dernier soit libéré sans délai, aux côtés notamment de son épouse. Si on se maintient justement dans ce lien que vous avez établi, M. Cheilou, tout comme patient parfaitement à la situation géopolitique, voire géoéconomique de la sous-région, vers quoi se dirige-t-on aujourd'hui, avec notamment cette levée de l'humilité du président de Chine, Mohamed Bazoum?
Avec cette levée d'immunité, le président Bazoum devient un citoyen, comme tous les Nigériens, justiciable et qui doit répondre devant la justice des faits qui lui sont reprochés. Il faut rappeler que les motifs de son accusation sont assez sérieux. On parle d'atteinte à la sûreté de l'État, de haute trahison, d'apologie et de financement du terrorisme. Et nous savons que le terrorisme est au cœur de toute la problématique sécuritaire qui endeuille, tue, blesse, viole, n'est-ce pas, les pays sahéliens. Donc, de ce point de vue, M. Bazoum a très peu de chances de s'en sortir, vu les preuves accablantes qui sont amoncelées contre lui. C'est vrai qu'il est soutenu par l'OTAN dans cette forme de prédation où l'Afrique est comme un terrain vierge. On vient faire n'importe quoi, on crée le chaos et on utilise les Africains contre les Africains comme dans une jungle. Donc, cette façon d'agir, ce procès va mettre fin et qui va envoyer des signaux assez sérieux à tous ces dirigeants qui continuent à servir de cinquième roue de la carrosse à ce dispositif de prédation occidentale qui a endeuillé l'Afrique, qui a génocidé l'Afrique, 400 ans d'esclavage, 200 ans de colonisation, après qu'ils ont découvert que la machine outil et que, le bras valide de l'homme africain n'est plus profitable. Et ce dont on a besoin, c'est les ressources du continent. Ils sont revenus, ils ont créé le système de la colonialisation. Et ça a finalement s'est muté en néocolonisation avec des présidents vassaux qui continuent toujours par servir un peu de chef de Saint-Zala pour leur peuple. Donc ce système-là, c'est ça qui est mis en procès aujourd'hui à travers le procès Bazoum, puisque Bazoum est le prototype le plus abouti de ce système, une forme d'aliénation personnelle jusqu'à traiter ses propres citoyens de sauvages qui ne sont pas parce qu'ils ont plusieurs enfants, etc. Donc c'est seule la ville, si je dois quelque part reprendre un peu ce qu'il a dit, et que c'est la ville de Niger seulement qui est civilisée, les autres ne sont pas, c'est pas civilisé, ou encore que son armée ne peut pas être à la hauteur, n'est-ce pas, des terroristes. Donc tout ça, ils doivent l'expliquer devant le tribunal, devant le peuple nigérien. De toute façon, il n'est pas seul. C'est tout un système autour de lui, comme vient de le dire le doyen Parfendom. Et donc, c'est le procès de toute la mafiosie, de toute la France-Afrique, de tous ces intérêts mafieux qui continuent de faire de l'Afrique un pays de sous-hommes, un pays dont ce dont on a besoin, c'est tout simplement les ressources. Les Africains, ça n'intéresse personne. C'est des enfants attardés qu'on peut manipuler, trimballer en fonction des intérêts des Occidentaux. Tout ça est fini. L'Afrique se réveille, le lion rugit, l'AES a donné le là. Je pense que c'est toute l'opinion africaine, c'est tous les Africains, c'est tout le panafricanisme qui renaît d'une certaine manière après tous les coups de boutoir quand on a essayé de lui donner pour l'assassiner. Eh bien, c'est le panafricanisme porté par des nationalistes comme Parfendon depuis des années et d'autres qui ont souffert, qui ont payé de leur carrière, de leur santé, de leur vie pour ce combat. Eh bien, c'est tout ce combat aujourd'hui qui renaît, de tout ce chemin de croix, et c'est ça qui donne l'espoir à l'Afrique de demain. Et donc, ce procès-là sera attendu. Ça va être un procès historique. On espère que ça ne va pas être quelque part évacué et qu'on mettra tous les dispositifs pour en faire une pédagogie qui va rester historique, qui va rester un classique. Quand on est président dans un pays africain, c'est pour défendre l'Afrique, c'est pour défendre ses citoyens. Ce n'est pas pour vendre son pays au service des intérêts des Occidentaux. Je crois que le président Tchani en tout cas son gouvernement, vont laisser une marque indélébile dans l'histoire de l'Afrique. Ça va devenir une référence pour que les générations futures, en tout cas tous ceux qui sont encore nourris
au lait de cette forme de vassalité doivent changer de logiciel, élever leur conscience d'aliénation, briser, n'est-ce pas, ces chaînes d'aliénation pour aller vers une rupture, celle de défendre l'Afrique, de faire en sorte que l'Afrique puisse également micro est désactivé, Monsieur Chelou, de ses biens et de ses intérêts pour l'ensemble du continent africain. Il est donc passé d'un statut de président de la République à justiciable. L'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum, dont l'immunité a officiellement été levée ce 14 juin 2024, notamment du côté de Niamey. Après 2 reports, la Cour d'État du Niger a donc procédé à la levée de cette immunité, ouvrant ainsi la voie à des poursuites judiciaires contre l'ancien chef de l'État, on le rappelle, accusé de trahison, de complot contre la sûreté de l'État, d'apologie, mais également de financement du terrorisme. Un autre message, certainement avant d'aller au standard, celui envoyé notamment par la dirigeante du G7. Monsieur Marc nous rejoint à l'instant. On a failli passer, ou du moins prendre sans transition la deuxième thématique. Mais Marc nous rejoint justement à l'instant au standard. Vous êtes avec nous ce soir une fois de plus, comme d'habitude. Marc, bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, M. Nguéné. Bonsoir, M. Patient Ndom. Bonsoir à M. Chelou Lawson. Et bonsoir à tous les auditeurs, les techniciens, surtout le call center. Je voudrais leur dire bonsoir. Ce que je voudrais dire à propos du problème de M. Bazoum, c'est que M. Bazoum réellement a trahi le peuple nigérien. Par ses déclarations d'abord, en disant que son armée est faible par rapport aux terroristes, mais c'est une trahison. Il ne veut même pas protéger le peuple. C'est-à-dire qu'il a livré toute l'étendue du territoire nigérien aux terroristes et leurs suppôts. Regardez ce pays-là où tout le monde disait que c'est un pays pauvre. Et sur l'échelle même de la pauvreté, ils étaient plus bas. Or, c'est un pays riche. Un pays qui a de l'uranium, qui a du pétrole, qui a de l'or, du diamant et toutes les autres richesses, ne peut pas être un pays pauvre. Et regardez, ça dit son acquaintance avec M. Talon. Si vous écoutez même les amis de M. Talon, un certain Rodriguez, si vous regardez, il avait même fait, je veux dire quoi, une interview en son temps à New York. Moi, j'ai écouté ça sur YouTube. Mais M. Talon, c'est un monsieur qui est dans un cartel de mafia. En prenant même toutes les ressources, même milliardaires qu'il a, ces milliards sont des milliards de faux. Il a volé. Pourquoi la dernière fois il a arrêté M. Passandon vient de l'expliquer et je soutiens en tout cas tout ce qu'il a dit. Pourquoi la dernière fois il a arrêté ceux qui étaient allés pour contrôler tous les barils qui devaient passer? Mais c'est parce que il a voulu flouer les autorités nigériennes tout en faisant de telle sorte qu'ils ne sachent pas combien de barils les Chinois vont prendre. Et les Chinois même, je ne sais pas si les Chinois eux-mêmes ne sont pas complices de cette situation. Moi, je crois que le Niger doit faire très attention, en tout cas, à ces nouvelles relations avec la société qui est en train de gérer qu'on appelle ce flux pétrolier là-bas au Bénin. Si les gens ouvrent les vannes encore, il faut même mettre, ce que je veux dire quoi, mettre un compteur là-bas au Niger, mais pas au Bénin, pour savoir combien de litres de pétrole passent par jour. S'il ne veut pas que les gens viennent contrôler,
C'est parce que M. Talon a fait une complicité avec M. Bazoum afin de pouvoir voler le pétrole du Niger. Merci à vous, Marc. Je soutiens. C'est du vol organisé. Même tous les pays de la CEDEAO sont dedans. C'est-à-dire Ouattara et autres sont tous dans ce vol. Merci à vous, Marc. Voilà. Merci. On va essayer de donner la parole à d'autres téléspectateurs. Merci à vous d'avoir appelé, mais surtout d'avoir contribué, d'avoir participé à cette émission du point sur l'actualité. Au standard, on prend un autre appelant. Allô, bonsoir à vous. Est-ce que vous nous recevez? Oui, j'appelle depuis la Côte d'Ivoire. Concernant M. Bazoum, voilà, désormais, je pense que n'est-ce pas de la prison, de la justice, parce que c'est des hommes qui ont trop pillé l'Afrique. Et nous, les Africains, nous souffrons trop. On ne peut pas vendre les ressources de l'Afrique, alors que nous, les fils dignes de l'Afrique, nous sommes esclavagisés. Alors aujourd'hui, si l'immunité présidentielle de M. Bazoum est enlevée, je pense que c'est une bonne nouvelle, non seulement pour le Niger, mais pour toute la sous-région. Voici que les terroristes sont passés par là et ils ont fait des victimes. Alors, qui serait l'avocat de ces hommes? Voilà, donc nous vous félicitons et nous encourageons le régime qui est en place, en fait que justice soit vraiment faite, mais seulement nous demandons aux dirigeants d'ouvrir large les yeux pour ne pas désormais que les ressources de ce continent-là soient bradées à des aventuriers. Je voudrais parler de la France, de l'Amérique, de tout ce que nous savons. Alors je vous remercie et bonne émission. Merci à vous. Quel message derrière la levée d'immunité de l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum, désormais justiciable, accusé notamment de complot contre la sûreté de l'État, de haute trahison, mais surtout d'apologie, voire de financement du terrorisme. Monsieur Sidi, vous nous rejoignez à l'instant. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, Foyer Vision. Bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs de photos. Bonsoir, patient, papa, dame, le sage. Les interventions, je fais mienne aujourd'hui à 100%. Merci pour cette clairvoyance et pour le suivi régulier. Mon frère Nguéné, merci pour tout ce que vous faites pour ce panafricanisme. À tous les techniciens, je vous salue, mes respects à vous, Adrien. Lorsque j'ai fini de dire ça, Monsieur Nguéné, permettez-moi de vous dire très clairement que le sort des mauvaises herbes est d'être brûlé. Lorsqu'on rentre en concubinage incestueux avec les forces du mal et l'ennemi de la terre de ses ancêtres, le sort qui nous reste à soumis, c'est, comme on appelle, la mort, la liquidation. Parce que, comme le disait l'écrivain congolais Guy Menga dans la marmite de Koka Mbala, à travers le roi Ben Samou, lorsque on commet un crime pareil, on t'amène à une place publique qui n'est rien d'autre que le jugement, où tu sers d'exemple pour tous les autres. Donc c'est de ça il est question aujourd'hui. Je ne suis pas, qu'on appelle, ce n'est pas à quelqu'un, un panafricaniste sérieux, on va expliquer qui est Bazoum, qu'est-ce qu'il a fait contre l'Afrique, qu'est-ce qu'il a fait contre, comment on appelle, le Niger. Je ne veux même pas revenir dans cette histoire qui nous rappelle vraiment le noir avec le Mali, où il entretenait, engraissait, armait, renseignait les terroristes pour qu'ils puissent attaquer le Niger, aujourd'hui le Niger, le Burkina et le Mali. Et c'est connu de tous. Mais écoutez, ce sont les êtres humains qui sont morts. En Afrique, il ne faudrait pas qu'on oublie. C'est pourquoi les gens récidivent. La récidivité vient à cause de l'impunité. Donc lui, il va servir de cobaye, d'exemple. Il y en a, même s'ils vont se mettre dans cette entreprise, ils seront en train de regretter. Et ils ne vont même pas s'y mettre. C'est pourquoi j'encourage le général Tchani à aller jusqu'au bout.
sans oublier bien sûr c'est parce que ce n'est pas Bazoum seul, hein, ceux qui sont tout autour de cette affaire au Niger et un peu partout, M. Nguéné. Parce que cette histoire, c'est une histoire très profonde, très sérieuse, qui mérite d'être scrutée jusqu'à la dernière, qu'on appelle, jusqu'au dernier détail. Et il faut pourchasser tous ces criminels au service de l'Occident jusqu'à leur dernier retranchement, comme le disait Idriss Déby, jusqu'à leur dernier retranchement. En ce qui concerne le problème entre le Niger et le Bénin, mais tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde sait très bien ce qui se passe. Et il faut reconnaître qu'on sait qui a raison et on sait qui a tort. Voilà, ce n'est pas une histoire de... Nous appelons vraiment les chefs d'État, les anciens chefs d'État du Bénin à rentrer vraiment dans la jungle et résoudre ce problème. Parce que ce problème, la France a déjà même mis sur M. Talon, sur le président Talon. Il ne peut même plus décider de quelque chose. Et il a des pressions du jour, chaque jour à la présidence. Il ne peut même pas décider avec ses frères comment négocier. Si on laisse Talon, Talon peut aller et gérer ce problème-là. Hein. Il sait très bien ce qui se passe. Il sait très bien ce qui se passe et il connaît la solution, comment gérer ça. Mais la France, derrière, ne lui permet pas de le faire, M. Nguéné. Donc, c'est triste, c'est lamentable, mais il faut que Bazoum serve d'exemple pour que personne ne répète ce qu'il est en train de faire là en Afrique, pour que personne ne se moque encore de nous en tant que panafricanistes dans le monde. For You Television, an overview of the world. C'est Dieu qui est fort. Nous gagnerons ce combat, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Merci à vous, M. Sidi, vous qui réagissiez d'ailleurs en direct du Bénin ce soir dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. Vous le savez, la thématique tourne autour de la levée de l'immunité présidentielle du président déchu, Mohamed Bazoum. Allô, vous êtes au standard. Bonsoir à vous et bienvenue. Alors, est-ce qu'il nous reçoit, ce téléspectateur? Allô, bonsoir à vous. Est-ce que vous nous recevez? Il est parti, me semble-t-il, au regard justement de la thématique. Vous l'avez, quel est le message derrière justement la levée de cette immunité du président déchu Mohamed Bazoum, désormais donc justiciable, accusé notamment de complot contre la sûreté de l'État, lui qui est également accusé notamment, on le rappelle une fois de plus, de financement et d'apologie du terrorisme. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Oui, bonsoir, messieurs les journalistes. Vous me recevez? Nous vous recevons, monsieur. Vous vous appelez comment? Ibrahim Ahamadou, depuis Luanda, Angola. Bonsoir à vous, Ibrahim Ahamadou. Alors? Ok. Je salue vos invités. Je salue les milliards de téléspectateurs de For You Media. Concernant l'ex-président Bazoum. Allô? Oui, allez-y, monsieur Amadou. Allez-y, vous êtes en direct. Alors, est-ce que ok. Allez-y, vous êtes en direct. Yeah. J'ai dit que ce type est un criminel. C'est ce qu'on attendait depuis longtemps. Maintenant, comme son unité est enlevée, donc nous faisons comment on appelle ça, confiance à notre justice pour qu'il soit traduit en justice. Je sais qu'il ne va jamais sortir en prison, ce type. C'est un vrai terroriste. Je vous remercie. Et bonne continuation. Merci à vous, monsieur Ibrahim Ahamadou, depuis Luanda. Vous êtes en Angola. Merci pour votre contribution ce soir dans le cadre de cette émission. Est-ce que nous avons quelqu'un d'autre rapidement avant d'évoquer la deuxième thématique
ce soir concernant notamment ce sommet du G7 du côté de l'Italie, mais surtout ce message fort envoyé par les dirigeants du G7, message clair, les Occidentaux n'ont aucune intention d'abandonner l'Ukraine. Le jeudi 13 juin 2024, un accord prévoyant notamment un prêt de 50 millions de dollars a été signé par les dirigeants du G7 en Italie afin notamment d'aider Kiev à se défendre. Le montant est garanti par les futurs intérêts générés notamment par les actifs russes gelés. Cet accord est, selon le président américain Joe Biden, le signe qu'il ne recule pas, ou du moins qu'il ne reculera pas devant son homologue russe Vladimir Poutine. Mais que faut-il attendre justement de cette démarche qualifiée de cynique par la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova? Tout d'abord, nous prenons cet élément de Siké Doubé. Et rebelote, l'Union européenne et les pays du G7 se sont mis d'accord pour un nouveau financement en faveur de l'Ukraine d'une valeur de 50 milliards de dollars. La confirmation a été faite jeudi par les autorités italiennes alors que le pays accueille actuellement le sommet du groupe des 7. Les fonds seront alors débloqués grâce à l'utilisation des intérêts générés par les actifs russes gelés par les Occidentaux depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine. Après avoir prôné une confiscation pure et simple des avoirs russes, Washington s'est désormais rangé à la position des Européens d'utiliser les seuls intérêts générés par les actifs gelés. Seulement au sein de l'Union européenne, cela représente une somme de 2,5 à 3 milliards d'euros par an. En clair, l'Union européenne et les pays du G7 ont gelé quelques 300 milliards d'euros d'actifs de la Banque centrale de Russie et dans le même temps saisi des actifs privés des personnes liées au Kremlin. Cependant, si la Russie menace de riposte contre les intérêts privés occidentaux, il faut noter que ces sanctions contre Moscou doivent être renouvelées tous les 6 mois par un vote unanime du Conseil. Seulement, un éventuel veto du Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban, resté proche du Kremlin, pourrait bloquer ce mécanisme, surtout que la Hongrie assumera au 1er juillet prochain la présidence de l'Union européenne. Cette démarche des dirigeants du G7, M. Shea et Lawson, immédiatement, elle a fait réagir les autorités russes. La sortie, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, qui qualifie bien sûr cette démarche de criminelle, voire de cynique, celle qui vise justement à garantir cet argent, ou du moins ce montant bien précis qui est avancé, ou du moins qui a été avancé lors de ce sommet du G7, par des futurs intérêts générés par des actifs russes gelés. Monsieur Nguéné, si on veut porter une grille de lecture assez objective sur ce qui se passe avec ce sommet de l'Union européenne, on peut dégager en tout cas 2 perspectives. D'abord, la première, il s'agit d'une tragicomédie en réalité. La guerre en Ukraine est pliée depuis des mois. Ce qu'ils sont en train de faire, en fait, c'est ce qu'on appelle l'économie de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on doit avoir un prétexte. Le prétexte, c'est l'Ukraine, pour continuer par débloquer des fonds. Et ces fonds, en réalité, vont alimenter l'industrie militaro-industrielle américaine et européenne d'une certaine manière. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on s'en fout en réalité de l'Ukraine. On utilise tout simplement l'Ukraine, et d'ailleurs on l'a dit, qu'on va faire cette guerre-là contre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Et donc, il faut continuer par alimenter cette guerre, il faut continuer par faire rouler à plein régime le complexe industriel pour le réarmement de l'Amérique. S'il n'y a pas de guerre, s'il n'y a pas de prétexte de guerre, eh bien, cette industrie ne roule pas
Et donc, les profits engrangés ne sont pas donc au chapitre du bilan. C'est de ça qu'il s'agit. L'autre aspect, on se projette et toujours dans cette économie de guerre, dans la reconstruction. Donc, c'est des entreprises, chacun se positionne pour pouvoir avoir une part de marché dans la reconstruction de l'Ukraine. Donc, nous sommes en plein dans l'économie de guerre, en réalité, et l'objectif qui est de gagner la guerre est tout simplement un épouvantail qu'on utilise pour pouvoir faire rouler cette économie. Alors, quand on fait cette analyse-là, on se rend compte que l'agenda politique, en tout cas au niveau américain, s'invite au débat. Joe Biden est aujourd'hui menacé pour sa réélection parce qu'on voit que la machine de Trump, malgré tout ce qu'on peut penser de lui, est en train de se mettre en marche. Et donc, on parle de d'ici novembre, là, si jamais il y a changement politique au niveau de la gouvernance américaine, cette guerre finira immédiatement puisque Trump n'est pas pour continuer cette guerre. Il a d'ailleurs dit dans sa campagne que le jour 2 de son élection, il rencontrera Poutine et mettra fin à cette guerre. Donc, c'est tous ces intérêts qui sont en train d'être menacés aujourd'hui. La deuxième perspective qu'il faut convoquer, c'est l'inquiétude. C'est le fait que les populations européennes sont de plus en plus, comprennent de plus en plus qu'ils sont manipulés par l'agenda américain. Ils subissent le contre-coup de cette guerre en termes de pouvoir d'achat, en termes de l'électricité. De plus en plus, les Français ont de la difficulté à se nourrir, à se chauffer. Donc, la conséquence directe sur le plan économique de cette guerre, le contre-coup, eh bien, pour les Européens, ça fait que le panier de la ménagère commence par avoir beaucoup de difficultés à avoir l'ensemble des ingrédients sur la table à manger. Donc, tout ça provoque un autre séisme qui s'en vient, c'est la montée du nationalisme. Et on le voit aujourd'hui dans les élections, un peu partout de tous les pays européens, eh bien, c'est l'extrême droite qui monte au créneau et qui gagne les élections pour que Bruxelles ne soit plus ce centre qui les échappe, n'est-ce pas, et qu'ils puissent influencer la décision de Bruxelles en termes justement de la politique économique, de la politique sécuritaire et également de la politique d'immigration. Donc voilà, donc ça fait des changements importants. Alors ce discours de pouvoir geler les actifs de la Russie et utiliser cet argent pour l'Ukraine, c'est la poudre aux yeux, c'est la communication en réalité. Les vrais éléments, les vrais enjeux sont ailleurs et c'est du cosmétique. Finalement, le dernier élément que j'évoquerai, c'est cette décision accélère, n'est-ce pas, la dynamique géopolitique mondiale, c'est-à-dire le déplacement des plaques tectoniques d'un monde unipolaire vers la multipolarité. Pourquoi? Parce que l'économie mondiale est basée sur la confiance des échanges, la confiance dans le commerce. Donc, si pour des raisons de politique interne ou de politique de conflit, vous gelez, n'est-ce pas, les avoirs de la Russie ou d'un autre pays, mais les autres pays aussi se disent, en tout cas, si c'est le cas, je dois protéger mes avoirs, je dois protéger mes actifs. Et donc, on sort du système SWIFT contrôlé par les Américains, contrôlé par les Européens, vers d'autres systèmes où on n'aura pas, n'est-ce pas, ce diktat des Européens ou des Américains en ce qui concerne les actifs ou les biens ou n'est-ce pas, comment on appelle, le bien des entreprises acquis, n'est-ce pas, dans les comptes des différentes banques. Donc, ça va accélérer le processus du BRICS de dédollarisation de l'économie, du système américain pour pouvoir créer un monde multipolaire. Donc, tous ces éléments-là sont convoqués dans cette décision. Et enfin, un dernier élément d'ordre de grandeur, quand les Américains et les Anglais ont dynamité le pipeline entre la Russie et l'Allemagne, tout simplement pour que la Russie ne continue pas à pouvoir vendre son gazoduc, son gaz ou son pétrole à l'Allemagne, à l'Europe. Au même moment,
les Américains ont lancé leur entreprise de GNL, de gaz naturel liquéfié, et 2023, c'est, tenez-vous bien, 50 milliards de mètres cubes de gaz que les Américains ont vendu aux Européens. Donc, de ce point de vue, vous voyez comment l'économie de guerre profite énormément aux Américains. Donc, les Européens se rendent compte de ça aujourd'hui, le peuple européen, et disent il faudrait qu'on sorte de cette forme de vassalité qu'ils imposent à l'Afrique. Eux, aujourd'hui, ils se retrouvent dans cette même ordre d'exploitation de l'homme par l'homme. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, au-delà de cette décision, voilà les 3 perspectives qu'il faut retenir et qui vont tout simplement accélérer le processus de dédollarisation et de multipolarisation de l'économie mondiale. 54 millions de dollars de plus à l'Ukraine. De simples annonces, ou du moins, sommes-nous dans de simples annonces ou pas, patient parfendum, un montant qui est aujourd'hui garanti notamment sur les actifs russes gelés. Êtes-vous de ceux qui pensent qu'il y aurait éventuellement d'autres enjeux derrière ce montant évoqué par les dirigeants du G7? On a vu la participation très active du président ukrainien Volodymyr Zelensky du côté de l'Italie. Écoutez, M. Zelensky ne compte pas grand-chose dans ce drame pour le peuple ukrainien. Il est tout simplement une marionnette entre les mains des puissances anglo-saxonnes qui se rendent évidemment compte qu'elles sont en train de perdre, n'est-ce pas, leur hégémonie en termes d'orientation, en termes de philosophie, globalement, en termes de gestion de ce monde. Ils sont en train de perdre la main sur cette économie mondiale dont ils façonnaient tous les contours, et ils se rendent bien compte qu'avec cette guerre qui est en train non seulement de vampiriser les populations ukrainiennes, surtout les jeunesses, c'est-à-dire les générations futures au niveau de l'Ukraine, et c'est ça qui fait de M. Zelensky un criminel extrêmement dangereux, un complice, n'est-ce pas, d'un projet de génocide, on parle de génocide de Gaza, mais là c'est un génocide parce que quand vous avez un peuple qui est incapable de se régénérer en termes d'effectifs pour les générations futures, c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer en Ukraine. Mais pour l'Europe aussi, c'est une espèce de vampirisation de son économie. Et c'est ce que de plus en plus les populations européennes commencent à comprendre. La question de la confiance qui a été évoquée par mon ami Chéron Lanson. Mais quels seront encore les hommes d'affaires dans le monde qui vont accepter d'aller localiser leurs avoirs dans les banques occidentales? Si ceci a pu se produire pour la Russie, ça peut se produire pour vous demain. Oui. Et pire encore. C'est un message fort qu'on envoie. Mais c'est quelque chose de très dangereux même pour les Occidentaux. Je ne sais pas si ces gens qui sont autour de cette table réfléchissent aux conséquences à terme des actes qu'ils sont en train de prendre. Et vous allez voir qu'une place boursière importante, financière importante comme celle de Londres, elle est progressivement en chute libre. Les gens vont créer d'autres espaces ailleurs, Shanghai, je ne sais pas, en Indonésie, à Singapour, pour aller sécuriser leurs avoirs et se mettre à l'abri des surprises désagréables comme ce que l'Europe est en train de produire. Et qu'est-ce que cela va apporter? Ça va apporter une raréfaction ou bien une diminution des investisseurs internationaux sur l'espace européen. Sans compter, justement, cette réalité que nous constatons. Parce que il faut avoir le cerveau cramé pour accepter, pour que les Européens acceptent ce que l'Amérique est en train de leur faire subir. Vous avez pratiquement le gaz qui vous était offert, qui vous était offert gratuitement. Oui. Parce que Nord Stream 2, là, qui devait éviter la Pologne pour aller directement en Allemagne, donnait un avantage compétitif à l'industrie allemande. Oui. Vous décidez de saborder ça pour acheter du gaz naturel liquéfié aux Américains, qui eux font des bénéfices mirobolants que vous venez de nous donner quelques chiffres là. Mais il faut être malade, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors quand on évalue tout ça, on analyse tout ça, on arrive à une conclusion qui est simple. Oui. L'élite occidentale, la caste dirigeante de l'Occident,
qui a décidé d'imprimer une donnée civilisationnelle qui est complètement contraire à ce que pense la majorité du monde aujourd'hui, surtout ce qu'ils appellent le Sud global, est en perte de vitesse. Et pour cela, elle joue son va-tout. Son projet, c'est de tout faire pour embêter la Russie au maximum, s'ils ne sont pas capables de la dépasser comme il avait dans leur projet antérieur. Et pour cela, le nombre de morts ne comptera pas. L'Afrique et le reste du monde doivent regarder cette situation avec beaucoup d'attention, surtout l'Afrique. Et se rendre bien compte que pour ces gens, rien ne pourra les arrêter dans leur volonté diabolique d'aller jusqu'au bout de leur volonté à requalifier même l'humain pour les générations futures. Ils sont prêts à toutes les guerres. Ils sont prêts à toutes les escroqueries, toutes les formes de banditisme à la fois économique et financier pour pouvoir continuer à avoir ce matériel financier qui va permettre à leur complexe militaro-industriel de continuer à fournir des armes à l'Ukraine. Parce qu'en réalité, une bonne partie de ces sommes ne vont pas tomber en Ukraine. Hein. Les Ukrainiens ne vont pas toucher cet argent. Ça va rester aux États-Unis et un peu en Europe pour consolider le complexe militaro-industriel. Mais le revers de la médaille, pour ces Occidentaux et les Américains qui jouent à ce jeu, c'est qu'ils oublient qu'ils ont aussi des intérêts au niveau de la Russie. Ils ont aussi, justement, des actifs au niveau de la Russie. Quand Poutine va taper la main là-dessus, là, vous allez commencer à entendre justement, des cris d'orfraie. Ça tombe bien parce que vous ouvrez clairement cette fenêtre. Sans aucun doute, des mesures de rétorsion suivront. C'est ce que souligne Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe, patient parfum d'homme. Nous sommes au courant du soi-disant accord de principe au sein du G7 prévoyant d'accorder à l'Ukraine un autre prêt de 50 milliards de dollars garantis notamment par des futurs bénéfices générés notamment par des avoirs russes. Selon elle, cette saisie va avoir des conséquences graves pour l'Occident. Les initiatives illégales visant notamment à injecter de l'argent dans le régime de Kiev aux frais des autres risquent notamment de déséquilibrer le système financier et de provoquer notamment des crises dévastatrices, a souligné Maria Zakharova. Évidemment, tout à l'heure, Chelou parlait de la désertion du système SWIFT par un certain nombre d'opérateurs et d'investisseurs du bloc qui n'est pas le bloc occidental. Mais il n'y a pas que ça. La bourse de Moscou a décidé de ne plus faire des opérations en dollars et en euros depuis, je crois, 2 jours. Cela a des conséquences très graves pour l'économie occidentale. Exactement comme quand les États-Unis et ces Occidentaux ont décidé de donner le OK à la Russie, à l'Ukraine, d'utiliser les armes qu'ils leur offrent pour frapper la Russie dans la profondeur. La réaction russe a été immédiate par le biais du président Poutine. Il n'y a pas de problème. Nous aussi, nous avons la capacité, nous avons aussi la possibilité de fournir des armes à tous les groupes qui en veulent à l'Occident. Et Dieu sait ceux qui sont nombreux dans le monde. Ça va être une réaction asymétrique à ces décisions occidentales. Mais aux conséquences, alors là, dévastatrices, on ne peut pas vous imaginer. Donc, on est en train de mettre en place des éléments qui peuvent conduire le monde à une confrontation planétaire qui sera cette fois-ci de l'ordre atomique. Et c'est ça qui fait frémir aujourd'hui les opinions occidentales, qui se rendent bien compte que nous avons la tête de nos États, des gens mais qui n'ont plus aucune conscience des enjeux et des risques qui font encourir non seulement à nos États, mais à la planète entière. Et le temps nous dira, je peux quand même vous dire que passer de la 11e position en termes de puissance mondiale économique à la 4e, signifie quand même que de ce côté, il y a un leadership conséquent qui est à l'œuvre et qui risque, avec des décisions aussi inadaptées et surtout idiotes comme celles que les Occidentaux sont en train de prendre, se mettre en roue libre économiquement pour planter encore davantage certains pays occidentaux qui continuent
de défiler en ligne de tête, n'est-ce pas, des pays les plus performants économiquement. En 2 minutes, M. Chez-Elou Lawson, Maria Zakharova, au nom de Moscou, promet des mesures de rétorsion en réponse justement à cette décision prise par les dirigeants du G7. À quoi fait-elle allusion précisément? En 2 minutes, M. Chez. Vous savez, les Occidentaux sont des comédiens en réalité. Ils sont dans la communication politique pour leurs opinions, pour montrer que, oui, ils tiennent la barre, ils continuent par investir en Ukraine, ils soutiennent l'Ukraine, mais la réalité est à l'antipode de cette forme de communication qui est tout simplement une forme de manipulation de l'opinion pour pouvoir avoir l'opinion européenne à leur service. Mais ils se trompent, voyez-vous. Alors, quand vous prenez au niveau de l'économie russe, la plupart des entreprises européennes qui font affaire, on prend par exemple le Total, ou on prend par exemple Rostom, qui, vous savez, est l'une des entreprises sur le plan de l'énergie atomique qui a une réputation mondiale et qui continue jusqu'à ce jour pour fournir l'uranium enrichi aux États-Unis. Et donc, quand vous prenez le complexe industriel nucléaire de la France, ça dépend essentiellement de Rostom en termes de recyclage, n'est-ce pas, des centrales nucléaires français. Donc, ils ont une économie tellement imbriquée que quand ils menacent la Russie, en réalité, ils sont beaucoup plus dans la communication. Mais la Russie prend des mesures de rétorsion exactement que les entreprises européennes qui sont installées en Russie, seront également leurs actifs, leurs avoirs seront jetés. Vous aurez pu remarquer aussi que dans leur déclaration, ils disent qu'ils ne touchent pas, ils touchent seulement aux intérêts. Mais s'ils étaient aussi sérieux, aussi convaincus de leur démarche, ils n'ont qu'à aller jusqu'à saisir les actifs des entreprises. Tout simplement, ils parlent des intérêts générés par la saisie de ces actifs. Donc, on est dans le jeu des mots, on est dans la communication politique, mais en réalité, la logique économique est tout à fait différente. Mais ce que ça fait, c'est que la Russie est en train de développer une économie avec la Chine, avec d'autres pays, l'Inde et tout ça, et qui fait en sorte que le curseur même de l'économie mondiale n'est plus du côté du G7 aujourd'hui. Ce n'est que quelque part la poudre aux yeux. Quand on parle aujourd'hui d'économie, il faut aller le chercher du côté des BRICS. BRICS, c'est un PIB de 18 milliards, n'est-ce pas? C'est une population de 3,2 milliards d'individus. C'est un marché énorme. Comparé au G7, c'est tout simplement 770 millions de personnes. Donc, quand vous comparez 770 millions de personnes et 3,2 milliards de personnes, vous comprendrez que le rapport de force n'est pas du tout aujourd'hui aux côtés de l'Union européenne ni des Américains. Également au niveau du PIB, on parle d'une superficie des BRICS de plus de 44 millions de kilomètres carrés. Et ça, c'est pas fini. On est encore dans la foulée. D'autres pays se bousculent à la porte pour rejoindre, n'est-ce pas, les BRICS. Donc, quand on fait ces effets d'annonce, quelque part, c'est pour l'opinion européenne, mais la dynamique, la réalité des choses est tout à fait ailleurs. L'économie, le président russe vient de le dire dans son discours, l'économie, la croissance économique, n'est-ce pas, de la Russie, c'est plutôt amélioré, confirmé par le FMI et la Banque mondiale. Et vraiment, il y a d'autres marchés vers l'Asie, vers le Proche-Orient, vers l'Afrique, qui fait en sorte aujourd'hui que ces déclarations ne sont tout simplement que de la politique ou de la communication politique en réalité. Les vrais enjeux sont ailleurs. Ils sont pris de vitesse par la résilience de l'économie russe, la puissance militaire, sa capacité à pouvoir entraîner, n'est-ce pas, dans son sillage d'autres pays à créer un monde 2.0 qui met fin à cette hégémonie anglo-saxonne qui a duré depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc il me semble que l'Afrique doit pouvoir trouver son chemin dans ce nouveau paradigme et monter en puissance, mais il faut passer par l'unité, par l'Union panafricaine, par la panafricanité, en renforçant, n'est-ce pas, les pôles de décision au niveau économique, en le panafricanisant un seul poste sur le plan économique,
sur le plan de la défense, de penser la défense de façon holistique, également sur le plan des ressources du continent, que vous venez au Cameroun, au Togo ou au Bénin, que ce soit le même contrat minier qui doit pouvoir gouverner l'Afrique. Et enfin, ce que j'ai toujours évoqué, la géopolitique des océans. L'Afrique doit pouvoir penser également à contrôler ses océans, la Méditerranée, l'Atlantique, l'océan Indien, Antarctique, la mer Rouge. Aussi, nous avons ce contrôle sur notre géopolitique des océans, nous contrôlons le monde et c'est absolument important que l'Afrique pense de façon unique, de façon holistique. Merci à vous. Monsieur Chidou Lawson, analyste politique, président du mouvement pour un Togo nouveau, leader du projet panafricaniste Pyramide, en direct de Manitoba. Vous êtes au Canada. Merci à vous, Monsieur Chidou Lawson. Merci également à vos patients parfaits d'hommes, homme politique, consultant permanent de cette émission du Point sur l'actualité. Merci à de nombreux auditeurs, téléauditeurs ou encore téléspectateurs. Merci à l'ensemble de l'équipe de la réalisation. C'était le dernier numéro de la semaine de votre émission Le Point sur l'actualité. Très bon début de week-end à tous.